parce que vous êtes en festival tout le temps. Tous les week-ends. Je vois des stories, ils sont tout le temps ensemble. Nous, on festoche, nous. Un jour à Nîmes, le lendemain en Bretagne. Conférencier, en fait. Ouais, c'est ça, en fait. Ouais, Merci à tous les festivals qui nous invitent. J'ai été invité, moi. Salut tout le monde, vous regardez le Code Review numéro 43. 43 comme qui ? Comme Samuel Umtiti lors de sa première saison à Lyon. Mais oui. Et oui. Il y a de Ménival, SO Ménival à Lyon, Lyon 5e. C'est un quartier ? Voilà. Oui, tout à fait. Ton quartier préféré de Lyon, comme ça, peut-être le guide du routard Bah, la Guillotière, je passais le plus de temps là-bas, donc voilà quoi. Ok, très bien. J'ai pas un quartier préféré à Lyon, mais c'est bien. Un quartier préféré à Saint-Quentin en Yvelines, peut-être ? Je suis pas de Saint-Quentin en Yvelines, moi. Je suis des autres Yvelines, moi, la vallée de la Seine. Moi. Tu m'emmerdes. Voilà, ça commence déjà cette émission. Voilà, bon, super. 43, là, je vous cache pas que ça devient de plus en plus difficile de trouver des joueurs de foot, mais. C'est comme mes cheveux, il y en a de moins en moins, mais je suis pas finito, je vais pas lâcher l'affaire. On va se battre. Aujourd'hui, évidemment, je suis toujours avec la même équipe, celui qui passe sa vie à analyser des prods, même si on lui demande maintenant la rêve de ses pulls en commentaire. Exactement. On a un nouvel arc, le Karl Lagerfeld de la vallée de Seine. Exactement. Raphaël Dacruz, comment tu vis ce nouvel arc ? C'était une nouvelle égérie mode quelque part. Je pense qu'on peut dire que je suis un influenceur. Ouais. Je pense qu'on peut le dire. Ouais, c'est peut-être ça la suite pour toi. Je pense que 2025, ça va être complètement une nouvelle vie là. Quand tu reçois des trucs comme ça, tu mets produit offert en story ou pas ? Absolument, non, pas du tout. Non, il faut le faire, si tu veux être un vrai influenceur. C'est ça. Il faut le faire. Et puis, nous sommes en période d'Halloween et nous avons celle qui... lorsqu'elle va taper à la porte des gens, elle ne demande pas des bonbons, mais elle va à la recherche de rappeurs inconnus. C'est ça qu'elle fait. Si vous la voyez taper le soir d'Halloween, Sandra Spooky Gomez, comment vas-tu ? Ça va très bien. Bon, on a un gros programme aujourd'hui. On va parler de 2 projets. Un qui vient de sortir, l'autre qui est sorti la semaine dernière. Théodora et Jola Green. On va commencer avec Théodora, qui vient donc de sortir un projet. Ouais. Théodora, qui est une artiste clairement que j'ai découvert grâce à toi, Sandra, qui là sort son album. C'est un album, c'est une mixtape. C'est une mixtape, autant pour moi. Et c'est vrai que moi, quand t'en parlais, généralement, j'avais avec les morceaux, t'en parlais très bien, mais les morceaux en tout cas qui sortaient à ce moment-là me parlaient pas plus que ça. C'est-à-dire qu'en fait, je la trouvais intéressante, mais c'était peut-être un peu trop spé pour moi, un peu trop... Ouais, je captais pas trop le délire. J'ai retourné ma veste. T'as retourné ta veste. Qui n'était pas complètement fermée. Alors, la fermeture était ouverte. Là, c'est parti. Là tu vois. Donc, on va en parler. Mais je pense que tu avais sûrement vu un truc chez elle, etc. Mais moi, j'étais pas complètement dedans. Là, je suis vraiment rentré dedans avec ce projet. Et notamment avec le premier extrait qui, je pense, a mis aussi beaucoup de monde d'accord et même à ramener des gens qui la connaissaient pas. Exactement, même, tu vois. Ouais. Mais peut-être te donner la parole et peut-être même la représenter un petit peu pour ceux qui la connaissent pas encore. Ouais, parce que ça reste encore confidentiel entre guillemets si on parle de l'autorité. Oui, bien sûr. Pour la resituer, on la découvre en décembre 2022 avec son premier coup d'éclat qui est le morceau Le Paradis se trouve dans le 9-3. Ouais. Elle sort son premier EP du coup au printemps 2023, donc c'est quand même assez récent. Oui. Lily au paradis artificiel volume 1. Qui était dans ton top de fin d'année, je crois, non ? Bien sûr. Elle n'a jamais quitté mon top depuis que je l'ai découvert. Okay. C'est simple. Qui était le premier top entièrement produit par G Suave, qui est son frère et qui est très important dans sa musique encore aujourd'hui. Le tome 2 a suivi quelques mois plus tard. Donc là, la mixtape qui sort aujourd'hui, on est à 1 an et demi après son premier EP. Donc même si tout va très vite, on est quand même encore au tout début de Théodora. Et si vous voulez, moi je vous donne mon avis tout de suite. Let's go, allons-y. On attend que ça. Allons-y. Ah là là. Essaye de mettre un peu de nuance. J'ai attendu ce moment. Chante euphorique là. J'ai attendu ce moment. Non, je suis très contente parce que du coup, j'en parlais dans mes recos quand je l'ai découverte. Ce qui vient d'arriver, c'est BBL, donc Bad Boy Love Story. Une mixtape qui a majoritairement des influences afro-caribéennes. Ouais. Donc ça, c'est déjà une première évolution qu'on peut observer. C'est peut-être là où moi je m'y retrouve plus. Exactement. Par rapport à ce qui avait été sorti dans le passé. Complètement. C'est la première évolution parce qu'on s'éloigne de l'hyper-pop des premiers EP. Et clairement, elle y va à fond. Et en même temps, on sent qu'en fait, elle fait une synthèse un peu des deux. Bien sûr, c'est ça. Bien sûr. C'est hybride. Le mot hybride, il est fait pour la musique de Théodora. Oui, d'ailleurs, c'est assez compliqué même de catégoriser ce qu'elle fait. Complètement. Tu vois, il y a des gens qui vont. Je pense qu'il y a des gens qui vont écouter le projet qui vont dire c'est pas du rap. Des sujets qu'on a. Enfin, on avait déjà parlé ça d'ailleurs dans le Code Review, notamment quand on parlait de la musique de Mademoiselle Lou, bien etc. Sûr. Qui n'a rien à voir avec celle de Théodora, mais il y aura toujours ces remarques-là sur est-ce que c'est du rap, etc. C'est une autre discussion, mais c'est vrai qu'elle se revendique aussi
des influences qui viennent du hip-hop, mais elle ne se prive pas d'aller puiser dans d'autres sonorités. Donc il y a des morceaux qui sont avec de l'amapiano comme Fashion Designer, Bad Boy. Incroyable morceau. C'est génial. Fashion Designer. C'est génial. Toi, t'es pas d'accord, toi? Si, j'aime bien. Je vois que t'acquiesces de manière un peu. Ah non, un peu timoré. Non, je donnerai mon avis après. Il est fantastique. Je trouve ce morceau très bien. Oh là là, j'adore. On a un morceau qui est 100% zouk, où elle va à fond dans la proposition. Congolais sous BBL, qui est du bouillon, et ça me rend déjà un hit. Mais ça me rend heureuse de savoir que vous avez écouté ce morceau. Juste ça, moi, ça me. Mais il est trop. En fait. Ça m'éclate. Pardon. Après, je te laisse évidemment finir. Mais moi, ce qui m'a beaucoup plu dans ce projet, c'est que c'est un projet qui est fun. En fait, genre sans être rigolo. Attention, on n'aime pas le rap rigolo ici, mais on aime bien le rap marrant, tu vois. Il est fun parce que c'est de la musique pour s'amuser. C'est de la musique pour s'amuser, et même elle, dans son écriture, bon, ce morceau-là, Congolais sous BBL, il est fun à écouter. Ouais, bien sûr. Quand elle parle d'elle, de son corps, genre bien sûr. C'est il y a cool. Il y a de l'autodérision. Il y a de l'attitude en même temps. C'est kiffant à écouter, et ça reste bien. Genre, c'est pas une blague, en fait. Loin de là. Et ça, moi, c'est assez rare, en fait, de réussir à faire ça, je trouve. Et c'est exactement, je vais pas opposer des artistes, mais on parlait d'artistes qui sont parfois peut-être un peu trop scolaires, etc., dans leur manière de rapper. Ça n'a rien à voir avec ça, mais elle, il n'y a rien de scolaire. Ouais. Alors parfois, du coup, ça peut être un peu chaotique, mais il n'y a rien de scolaire. Et en fait, on sent que tout est possible dans son choix de prod, dans ses flows, dans ses intonations, dans sa manière d'articuler, ou parfois, des fois, je comprends pas. Mais il y a un côté qui est assez jouissif à l'écouter parce qu'il se passe tout le temps quelque chose. Et donc ça, c'est assez cool et, comment dire, rafraîchissant en tant qu'auditeur, je trouve. Complètement. Et au milieu de tout ça, il y a quand même toujours des petits ovnis. C'est aussi la particularité de Théodora. Les petits ovnis comme Mon Casque, où c'est juste du rock, il y a de la two-step, il y a de la pop rétro. Ce qui va donner un tout qui peut être déroutant. Et ça, je l'entends complètement si on ne connaît pas encore son univers. Mais pour moi, elle a complètement compris déjà l'exercice de la mixtape. C'est pour ça que c'est important de l'appeler comme ça, avec l'expérimentation, le test, aller un peu partout dans tous les sens. Et ce qui ressort le plus, c'est que c'est elle qu'il faut suivre, et peu importe la patte musicale qu'elle va choisir. Déjà, on sent qu'elle s'amuse, comme tu le disais, elle s'amuse dans tous les genres qu'elle va aller emprunter. Je pense que Jeez, en l'occurrence, il n'est pas innocent là-dedans, et je pense qu'il sait aussi, qu'il sait aussi bien diriger la réalisation de l'album, du projet. Mais c'est son identité qui est plus forte, c'est ce qui se démarque, et c'est les histoires de Théodora qu'on a envie de suivre, en fait. Et peu importe la touche musicale que ça va avoir, ça peut être clivant, et ça je l'entends complètement, mais je trouve qu'aujourd'hui c'est presque un atout d'avoir ce côté-là. Ça prouve aussi qu'on ne fait pas de la musique qui est générique, et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas dire de Théodora. Tout sauf générique. Voilà, c'est l'inverse. Et puis c'est un projet qui lui permet de passer à un autre chapitre, qui est beaucoup plus joyeux, comme tu le disais. On est beaucoup plus dans la fête que dans les 2 premiers EP, où c'était des thèmes plus sombres, sur des sujets plus durs, que je trouvais aussi très réussis. Mais je trouve ça intelligent, je trouve ça bien qu'elle ne se soit pas enfermée là-dedans, dans ce qui a pu marcher au début. Et c'est tout ça que j'aime dans ce projet. Moi, j'ai énormément apprécié, mais je l'aime elle, en fait, comme je disais. Donc tu disais, toi, t'adhères à l'artiste, maintenant, du coup, tu y vas, peu importe ce qu'elle va tenter. Je suis hyper ouverte à tout ce qu'elle peut proposer, parce que... Tu lui fais confiance. Je lui fais totalement confiance, parce que, premier point, c'est sa curiosité musicale qui m'intéresse, la manière dont elle s'amuse à piocher justement dans tous les genres qui l'ont influencée, ça se ressent, que ça a de l'influence dans tout ce qu'elle fait. Et c'est aussi la dualité entre les joies et les peines exacerbées de quand on a 20 ans. Parce qu'elle est quand même très jeune, il faut le rappeler. Bien sûr. Et malgré une espèce de confiance en elle qu'elle met en avant, parce que c'est aussi un personnage. Puis il y a un côté aussi, on en parle en antenne, un peu bossy aussi dans sa musique, le côté boss lady. Donc c'est aussi quelque chose qu'elle met en avant, une forme de confiance en elle, dont elle parle, qu'elle revendique. Même si évidemment il doit y avoir des moments de doute. C'est ça. Elle parle aussi. Dont elle parle aussi, et c'est justement cette dualité entre les deux aspects de la vie d'une jeune adulte que je trouve super intéressant. Et je la trouve rafraîchissante. C'est le mot. Dans le paysage étendu du rap français, évidemment, on peut avoir une discussion sur comment on classe ça, mais je trouve que c'est même pas intéressant quand on parle d'artistes comme Théodora. Il faut juste écouter. Et dans l'extra musical, si je puis dire, je dirais que c'est aussi un bonheur d'avoir une artiste féminine aussi libre et aussi authentique qu'elle, qui est super à l'aise dans ce qu'elle fait, aussi bien quand elle est justement super confiante que quand elle est dans ses doutes et quand elle parle de ses peines de cœur. Elle a des morceaux qui sont hyper euphorisants, qui ont une portée qui est super galvanisante. Et moi, là, je sors de ma casquette de journaliste, mais aussi juste en tant que meuf dans cette ère. Il y a des morceaux qui font vraiment du bien à écouter. Et en plus de ça, je veux même pas la catégoriser comme artiste pour les meufs, parce qu'elle a un public qui est vraiment 50-50.
Mais bon, elle raconte une réalité de meuf. Oui, elle a un point de vue de femme, mais je veux dire, on peut non pas s'identifier, mais en tout cas, s'attacher. Exactement, s'attacher, absolument. Voilà. Moi, absolument. c'est ça que je retiendrai, c'est que tout ça fait que ça donne une musique qui est hyper sincère, hyper attachante, et que pour moi, c'est une artiste qui est déjà iconique pour une génération, et que moi, je suivrai dans toutes ses pérégrinations, en fait. J'ai envie de la suivre dans toute son évolution, parce que je sais qu'elle est au tout début, et évidemment qu'on n'est pas sur un projet fini, quelque chose d'hyper abouti et de parfait. Mais moi, c'est elle que j'adore et que je continuerai à suivre. Sans toi, t'aimes quand c'est imparfait. Totalement. Même dans la vie, j'aime je les pense. aspérités. Bien sûr. C'est comme ça qu'on t'appelle, d'ailleurs. Aspérité. C'est son nom. C'est mon deuxième prénom. Mais, et puis, moi, je mets juste ma casquette de mec de plateforme 2 secondes. Je dis pas que là, il y a des hits sur le projet. Quoique j'en sais rien. Parce qu'en fait, avec TikTok, t'es pas à l'abri que fashion designer ou j'en sais rien, qu'il y ait une trend et que ça devienne big. Mais en tout cas, ce que je voyais pas du tout sur les pros. En plus, toi, tu le voyais parce que tu disais, ouais, elle peut être une star et tout. Je crois que tu l'as dit dans cette émission. Moi, je le voyais pas du tout. Là, elle peut être une vraie. J'ai l'impression que Congolese sous BBL, ça commence à prendre, quoi. Oui, bah après, c'est relatif hyper par viral, rapport à. les amis. Mais c'est viral. C'est très viral. C'est quand on parle de hit, c'est relatif par rapport à ce qu'est un hit dans ce pays et en streaming. Mais en tout cas, que ce soit sur ce projet ou sur la suite, si elle veut le faire, ça se voit que là, pour le coup, elle peut le faire. Tu vois, il y a vraiment un truc qui est dans sa musique, je trouve, qui est beaucoup plus, qui me semble beaucoup plus fédérateur et catchy que dans le passé. Et moi, il y a plein de refrains que j'ai en tête et que j'avais envie de chanter en écoutant le projet. Raph. En fait, vous avez souligné tous les deux des trucs qui, pour moi, montrent un peu la limite du disque. C'est-à-dire que je vous rejoins sur la liberté. Je pense qu'elle veut rentrer dans aucune case, et c'est vraiment tout à son honneur là-dessus, justement, à une époque où, pour fonctionner, parfois des artistes se restreignent un peu eux-mêmes et essayent de rentrer dans les normes de l'époque. Mais pour moi, c'est aussi un peu la limite du truc. C'est-à-dire que je trouve ça rafraîchissant, le fait qu'elle aille dans plein de directions, et puis en plus que je trouve la qualité de la production monte en plus en gamme. Tu parlais de son frère, mais il y a aussi quelqu'un qui participe au disque qui s'appelle John Maccabi, qui a notamment bossé sur un gros hit qui a été Jolie Nana, par exemple, de Diana Nakamura. Et en fait, je trouve que ces productions, typiquement Fashion Designer, il bosse sur ce morceau-là. Je trouve que c'est vraiment de qualité. Tu vois, d'aller chercher à la fois l'expérimentation, mais aussi de monter le niveau d'exigence, justement, sur comment on fait ces espèces de mélange des genres pendant tout le disque. Je suis pas sensible à tout. Je pense que parfois, c'est un peu trop chaotique, justement. Tu as utilisé ce mot, et pour moi, en fait, c'est un peu ça, là, un peu la limite parfois du disque. C'est... ça pousse plus loin les expérimentations des disques précédents, mais en fait, il manque un liant parfois pour moi. Tu le disais, alors après c'est une mixtape, donc c'est pas encore un album définitif, etc. Mais il y a 2 semaines de ça, on parlait de Moa MMZ, qui dans un autre registre, lui aussi a fait un album très éclectique. Mais comme ce qu'on disait, c'est que comme il avait cette espèce d'identité QLF, ça donnait un peu un liant à toutes ces expérimentations musicales, pardon. Là, je trouve que ça manque encore de ça, en fait, chez elle. Alors, effectivement, il y a le côté... C'est un peu le revers, tu vois, du truc. C'est-à-dire que cette liberté, c'est extrêmement appréciable. Et en même temps, du coup, je trouve que ça donne un disque parfois trop décousu, trop en courant alternatif. Surtout quand elle va sur des choses qui font sans doute partie de ses influences, mais que j'ai pas l'impression qu'elle maîtrise encore. Les trucs très pop sur la fin, par exemple, du disque, un peu rock, etc. Bien, mon casque, c'est un hit dans j'ai bien aimé aussi. En fait, je comprends le côté... C'est cool d'entendre ça sur un disque, d'une artiste comme elle, qui se réclame de plein d'influences différentes. Mais j'ai pas l'impression encore qu'elle maîtrise totalement le truc, et ça revient aussi à quelque chose que tu disais sur l'intelligibilité de ce qu'elle chante, de ce qu'elle raconte. C'est-à-dire que tu te fais porter par la vibe, mais précisément parce qu'elle raconte cette espèce de chronique d'une jeune femme qui parle à la fois de précarité, de son envie de faire la fête, de relations, et après sous plein d'angles différents. Moi j'aime beaucoup le morceau Sorry Sorry par exemple, où elle parle d'une relation sentimentale, mais aussi sous le prisme du matérialisme, etc. En fait, je trouve que parfois elle a des espèces d'astuces d'écriture qui sont très bien, mais justement, je me dis, c'est dommage, en fait, c'est souvent quand elle chante haut. En fait, j'aimerais bien comprendre ce que tu chantes. Et parfois, il y a un peu ce truc-là où il faut vraiment gratter pour essayer de capter un peu ce qu'elle essaie de raconter. Je pense qu'en fait, il y a juste sur des détails comme ça, pour que, à mon avis, ça aille encore plus loin sur sa maîtrise comme ça de son effervescence musicale. Je crois qu'il y a 2-3 détails comme ça sur lesquels j'ai un peu buté. Et je pense que d'autres auditeurs peuvent buter, et sur lesquels, en fait, elle peut affiner encore le truc, parce que il y a vraiment ce côté punk dans l'attitude et la démarche qu'elle maîtrise. Là-dessus, sur les intentions, disons. Je trouve que sur les intentions, il y a vraiment des trucs où, effectivement, en plus, on sent vraiment une forme de sincérité, il n'y a pas de calcul. Mais je trouve qu'encore dans la réalisation, ça pêche encore par moments. Alors qu'encore une fois, il y a plein de moments qui sont très cool. Même un morceau comme Il me rit tout sonné,
qui est peut-être le morceau le plus introspectif, où elle a un espèce de regard aussi sur son côté atypique, qu'elle assume complètement en plaisantant un petit peu justement sur Concolis sous BBL. Là, en fait, elle est un peu plus sérieuse sans se prendre au sérieux. Et je trouve que voilà, il y a plein de moments comme ça où il y a une vraie sensibilité aussi qu'elle arrive à chanter ou à rapper, selon. Et donc voilà, je trouve que c'est pour ça que je trouve que c'est encore un peu inégal, au-delà du côté effectivement rafraîchissant que tous les deux vous avez plutôt bien décrit, quoi. Sur la partie extra musicale, peut-être juste dire un mot sur la cover, qui est magnifique. Ouais, elle est sublime. Elle est superbe. Ouais. Je sais pas qui fait cette cover, tu sais? Je n'ai pas l'information, je suis horrible. Non, bah, en même temps, je t'ai mis en galère. Mais on me dit, pardon, dans l'oreillette, oui, la photo aurait été prise par, redis-moi, Guérin, s'il te plaît. Léa Esmaeli, celle qui est créditée sur Instagram. Elle a fait aussi la cover du tome 2 de Lily Paradis Artificiel. Voilà, donc une équipe qui fonctionne bien ensemble. On enchaîne avec écoutez, le projet de quelqu'un dont on parle de plus en plus. On en a déjà parlé un petit peu ici. C'est Jola Green. Voilà, un des hommes de l'année, j'ai l'impression, en tout cas dans la France. T'as un petit peu retourné ta veste. Oui, c'est vrai. C'est l'émission des retournages de veste. C'est vrai, mais je l'assume, je le dis. C'est bien, tant mieux. Et j'essaye d'évoluer, j'essaye de comprendre, j'essaye de ne pas rester obtus. Mais après, j'ai jamais été fermé à Jola Green, mais c'est vrai que comme je l'ai déjà expliqué, qu'il me touchait pas plus que ça au début. Je trouvais que c'était très bien polissé, mais qu'il y avait assez peu d'aspérité, let's go. On va arrêter avec ce mot, je crois. Bon, là, en tout cas, c'est le projet qui est le plus attendu. Ouais. Il a sorti plusieurs projets qui ont contribué à faire monter son buzz, à l'installer dans le paysage. Et là, on a un album, je pense, en tout cas, un projet qui me semble plus définitif, avec des gros feats aussi. On voit Green Mountain notamment sur un morceau. Génial. SRAM aussi. Pardon, SRAM aussi. Voilà, il y a et Adèle Castillon aussi, ce sont les 3 featuring. Tout à fait. Donc il y a quand même un projet qui me semble plus peut-être ambitieux que les précédents. Et toi, je sais que tu étais aussi un peu réservé sur Jola Green. Tu as évidemment écouté le projet. Absolument. Commençons avec toi. On commence. Qu'en as-tu pensé? Est-ce que c'est l'homme de l'année? Est-ce que c'est le rookie de l'année? Je crois que c'était déjà le rookie de l'année dernière. En fait. Une fois, j'ai dit ça, on m'a dit mais non. Il le dit d'ailleurs à un moment dans le truc 2023, ils étaient pas prêts. En fait, tu vois, il y a un truc comme ça dans l'album. Exactement. En fait, tu sais, je vais rebondir un peu sur la dernière fois qu'on a parlé de lui, c'était au sujet de BDLM de Tiakola. En fait, où justement tu disais, ok, ça y est, je capte maintenant. Oui. Mais je pense au-delà de capter. Tu avais l'air d'accord avec moi d'ailleurs. Et j'étais plutôt d'accord avec toi parce que moi, son couplet m'a aussi plutôt enchanté sur ce morceau qui est mon morceau préféré de la mixtape. Et il y a beaucoup de gens qui ont dit, ah bah voilà, c'est maintenant que ça marche que vous captez. Je pense qu'en fait, le truc en fait, c'est que au-delà de l'enthousiasme du buzz et de la hype qu'il peut y avoir quand il y a des nouveaux artistes, comme nous on est, alors je suis désolé, ça va paraître prétentieux, on est des auditeurs qui ont un peu de bouteille et tu vois, il y a un peu ce truc de, ok, c'est cool, il y a de la nouveauté, mais tu vois, on a un peu plus d'exigence sur, tu vois, qu'est-ce que tu as proposé de plus au-delà de sa singularité vocale. Ouais, et effectivement, c'est pas prétentieux parce que, mais je pense que maintenant, aujourd'hui. Ouais, je pense que c'est aussi une question d'âge aussi. Oui, c'est une question d'âge, c'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui rappe bien, on en a écouté beaucoup. Et donc après, c'est plus difficile d'être surpris. Tu vois, et c'est pareil même pour le cinéma. C'est-à-dire qu'en fait, quand t'as vu beaucoup de films, une bonne comédie romantique ou un bon thriller, c'est cool, mais est-ce que ça va plus te marquer que Seven ou que quand Harry rencontre Sally, tu vois. Et en fait, c'est un peu ça dans le rap, parce qu'en fait, moi, je retrouve plein de gens qui rappent. En fait, tout le monde rappe bien. Tu vois, je sais plus qui dit ça, je crois que c'est à 2H qui dit ça, tout le monde rappe bien aujourd'hui globalement. C'est pas comme dans les années 90 où t'avais des mecs sur des albums qui rappaient hors beat, qui rappaient mal, qui faisaient des rimes folles et sur des classiques. Aujourd'hui, ça existe plus trop. Non. Mais du coup, si tout le monde rappe bien, qu'est-ce qui fait que c'est exceptionnel? C'est quoi l'étincelle, quoi, tu vois. Exactement. Et moi, j'attendais un peu ça de sa part. C'est-à-dire, ok, tu vois, typiquement, la dernière fois qu'on en a parlé de manière plus longue, c'était il y a un an, c'était avec son disque commun avec Kosei, le producteur Kosei, qui s'appelait 888. C'est toi qu'on avait parlé, je crois. Tout à fait, ouais. Et j'ai l'impression qu'il se faisait complètement bouffer par les prods de Kosei, tu vois, parce que ils ont réussi, je trouve, à trouver une bonne alchimie tous les deux. Mais ce que je retenais surtout, en fait, c'était ça, c'était l'habillage musical et le goût qu'il avait pour aller chercher ces prods là de Kosei aussi. Qu'il ne perd pas sur ce projet. Tout à fait. Très bonne prod. Et justement, je vais y venir là-dessus. Donc en fait, pour moi, il a, comme tu le disais, en fait, il a un peu tout de base. Tu vois, tu sens qu'il y a le potentiel. Et jusque là, j'avais pas eu ce truc de, ok, je me prends une tarte. Sur ce disque-là, je peux pas dire encore que c'est un peu son disque définitif. Par contre, disque après disque, puisque là ça fait suite à Recherche et Destruction qui était sorti quelques temps après, j'ai vraiment le sentiment d'un artiste qui évolue et qui progresse. Non seulement qui évolue par rapport à sa proposition de départ, mais aussi qui progresse justement dans son identité artistique, quoi. Il n'y a pas une vraie ligne dans le sable avec cet album. Par contre, pour moi, il y a une vraie progression, une vraie évolution. D'abord donc sur l'affirmation artistique, sur le choix des prods. Je trouve que là-dessus, globalement, la production, elle est intéressante. Il y a plein de détails, c'est jamais paresseux. Et il n'y a jamais l'impression d'avoir déjà entendu
ce genre de prod ailleurs dans d'autres disques, malgré des motifs qui peuvent être familiers, mais Stalingrad, Crash Bandicoot, Cat Bulldog, Brick by Brick, enfin plein de prods de ce disque. C'est des sacrés morceaux parce que c'est des instrus qui évoluent, sont tombés dans l'espèce de beat switch à marche forcée qu'on se tape depuis que tout le monde a voulu faire comme Travis Scott. Comme Travis Scott. Psychomode. Voilà, exactement. Je pense que tout le monde a voulu un peu reproduire ce truc-là et c'est vite devenu lassant. Je me permets de dire, excusez-moi, que Sazamizi faisait des beat switch avant Travis Scott. Absolument, à l'époque de grands braquage à l'africaine, grand banditisme. C'était même abusé, il y avait des beat switch sur tous les morceaux. Mais bien sûr, mais en vrai, c'est pas nouveau. Timbaland faisait ça sur les albums de Missy Elliott. J'ai envie qu'on mette le point de départ à Sazamizi. Très bien. Grand banditisme arrive. Voilà. Réécriture de Sazamizi. Voilà, et influencé Travis Scott, c'est un révisionnisme que j'accepte. Voilà. Donc je voulais juste dire ça. J'accepte aussi. Donc ouais, je trouve que voilà, il y a vraiment ce truc sans que ce soit à marche forcée, c'est fin, c'est élégant et je trouve qu'en plus il y a plein de petits détails qui fonctionnent très bien sur ce genre de morceaux. Typiquement sur un morceau avec Les Ram où là il faut rapper, tu vois, c'est une prod plus épurée et je trouve que ça serait très intelligent, ils arrivent à trouver un terrain d'entente. Et même un truc comme El Cato Camaro par exemple, c'est une prod avec plein de contretemps malgré cette espèce de piano jazz un peu, etc. Je trouve que ça marche très très bien. Je suis un peu moins convaincu sur d'autres trucs où d'un seul coup en fait ça tombe sur des trucs beaucoup plus standards. Typiquement le morceau avec Castillon, 1, 2, 3. Pour moi, c'est un peu de la pop insipide, quoi. Oui, c'est un morceau pop. Voilà. C'est juste surprenant de sa part. C'est pas surprenant dans la proposition, peut-être. Ouais, voilà, exactement. En fait, je trouve que ça marche pas très bien, au vu de ce qu'il y a dans le disque qui est très bien. Putain d'hiver, pour moi, c'est une trappe mélancolique assez plate, au vu, encore une fois, de ce que sont d'autres morceaux. Dès que ça devient plus conventionnel, en fait, je trouve que d'un seul coup, cette espèce de goût qu'il a fonctionne moins. Et là où je te le trouve aussi en pleine affirmation, c'est dans sa manière de rapper. Ce que je disais il y a un an de ça, à propos de son EP avec Kosei, c'est que je trouvais que ça manquait un peu de génie. C'est-à-dire que c'était bien, mais ça manquait de génie. Surtout dans ce truc de rap à la fois post-freeze sur le truc, j'ai des références très cryptées, tu vois, sur les jeux vidéo, sur le manga, qui gèrent très bien. Un morceau qui s'appelle Crash Bandicoot quand même. Voilà. Comment ne pas aimer et tu vois, et en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu sentais qu'il avait les refs, mais il savait pas encore comment bien les utiliser. Il avait le super pouvoir, mais tu vois, il le maîtrisait pas. Là, en fait, il arrive à bien utiliser ce genre de refs pour parler de l'adversité, tu vois, des pièges de la rue, etc. Et typiquement, Crash Bandicoot, c'est ça. En fait, t'es sur un parcours, il y a des pièges. Bien en fait, sûr. Il le fait intelligemment. Donc ça, déjà, je trouve qu'il le fait bien. Et aussi sur son flow. C'est-à-dire que j'arrivais pas encore à trouver, genre, c'est quoi ta particularité. Et en fait, maintenant, il a un espèce de truc où il commence des phrases, il les arrête au milieu et il les reprend. Et c'est un mécanisme d'écriture qu'il fait pas de manière systématique, donc ça devient pas saoulant à l'écouter. Mais il l'utilise de temps en temps, avec en plus ce flow un peu précipité qu'il peut avoir. Donc ça y est, en fait, je pense que c'est avec ce disque-là, encore plus qu'avec les précédents, qu'il commence à affirmer un truc. Il y a plus de style. Exactement. Dans sa manière de rapper. Au-delà de l'attitude qu'il peut avoir, et en plus on a eu l'occasion de le voir sur scène en festival, où pour le coup son énergie elle fonctionne hyper bien. Parce que vous êtes en festival tout le temps. Tous les week-ends. Je vois des stories, ils sont tout le temps ensemble. Nous, on festoche, nous. Un jour à Nîmes, le lendemain en Bretagne. Conférencier en fait. Ouais, c'est ça en fait. Merci à tous les festivals qui nous invitent. J'ai invité moi. Parce que t'es dans ta tour d'ivoire parisienne, Mehdi, c'est ça ton problème. Dans mon appartement du 8e arrondissement. En train de jouer avec ma fille. C'est ça ma vie, bien sûr. C'est ça ta vie. Tout est vrai. C'est ça ta vie. Tout est vrai. Tout est vrai. Et donc voilà, je trouve qu'il y a vraiment un disque sur lequel c'est pas encore complètement peaufiné, définitif, mais sur lequel j'ai enfin l'impression d'assister à un artiste qui se singularise et à la fois dans ses goûts et dans son style de rappeur. Donc voilà, le disque m'a vraiment enthousiasmé au-delà de quelques défauts à droite à gauche, même encore sur l'écriture parfois je trouve que ça peine un peu. Il y a un morceau notamment qui s'appelle Est-ce que voilà, où il essaye justement d'être un peu plus deep sur le genre quête de sens, etc. Un peu comme ce qu'a pu faire Laylo, tu sais, sur des trucs un peu digital, etc. Je trouve qu'il l'a pas encore. Je le trouve plus convaincant sur 800 € par exemple, où il se confie sur sa famille de manière beaucoup plus simple. Donc voilà, il y a encore parfois, je pense, 2-3 trucs lacunaires, mais c'est pas grave. Comme pour moi, là, il est sur une pente ascendante en termes de progression. Je trouve quand même le disque plutôt réussi, quoi. Sur l'ambition aussi dont tu parlais. Sandra, toi qui étais, je pense, plus enthousiaste à la base sur Jola Green que nous deux. Qu'en as-tu pensé ? Je peux me permettre de le rappeler, là c'est mon émission aujourd'hui. Théodora Jola Green, moi j'ai mis une pièce dessus dès le jour 1. Bah, t'inquiète pas que la semaine prochaine on va te faire un épisode souffrance Hamza. Tu vas en prendre plein la gueule. On va vite reprendre nos droits ici. J'ai beaucoup apprécié ce projet parce que Jola Green complètement convaincu par le perso, même si je comprends tout à fait l'idée de c'est nouveau mais ça suffit pas. Mais j'arrivais quand même à capter quelque chose d'intéressant avec lui.
Ce qui dérange la plupart des gens avec Jola Green sur notamment son écriture, moi ça m'a jamais dérangé. Je suis pas partisane de la rime pour la rime, dont certains rappeurs un peu tombent dans cet écueil-là, j'ai l'impression. Lui, pour le coup, il a une écriture que je trouve musicale, je le disais quand on parlait de lui la dernière fois, et sa force, c'est les gimmicks. Tu joues avec tes qualités en fait, et je trouve que c'est un peu dur de considérer ça comme une lacune d'écriture, parce que justement ça peut être aussi un atout dans son interprétation qu'il exploite encore plus dans ce projet-là, donc je trouve son interprétation encore plus intéressante. Et moi ce que j'aime bien, c'est son personnage qui est très froid, méchant et en position de leader un peu d'une génération. Je trouve qu'il l'incarne bien sur des morceaux comme 360 Trickshot, Cat Bulldog et Brick by Brick. C'est hyper intéressant d'avoir cette posture, justement sans concession, sans chercher à essayer d'émouvoir. Et moi, ce côté un peu froid me dérange pas. Je trouve qu'il l'incarne bien, mais je trouve qu'il passe un step quand même parce qu'il arrive à garder cette position conquérante en ajoutant ce qui manque de vulnérabilité parfois pour rendre justement un artiste attachant. C'est ce que je disais pour Théodora tout à l'heure. Là, je trouve qu'il réussit à le faire sur ce projet. Sur le morceau Que dois-je faire, que j'adore. Moi, est-ce que ça a fonctionné sur moi, justement, l'introspection et puis la prod que je trouve très intéressante. Les prods moins métalliques avec plus d'instruments, j'ai l'impression. Moi, c'est ça aussi qui m'a plu sur ce projet. Ouais, j'ai trouvé ça un peu moins bruitiste, pardon pour le terme, mais pour moi, en tout cas, c'était plus facile. Dès le début du projet, je trouvais que c'était beaucoup plus accessible et beaucoup plus facile de rentrer dedans. Là, on passe d'un extrême à l'autre par rapport à justement à ce qu'il faisait avec Ozay. Là, il y a peut-être un peu de guitare acoustique parfois et tout. Je trouve ça beaucoup plus intéressant sur justement les moments où il est un peu plus introspectif. Il y a une atmosphère plus douce, de la mélancolie aussi qui s'insère dans tout ça. Donc je trouve que c'est un bon pas en avant. Moi, je suis déjà convaincue. Les petits morceaux pop, ne me dérangent pas. Moi non plus. Le feat avec Adèle Castion. C'est peut-être un peu convenu en fait. C'est juste ça. Voilà. Mais... En fait, je me dis, le morceau je le trouve pas mauvais, mais je me dis pourquoi ? Parce qu'en fait, pourquoi ? Peut-être qu'ils ont juste envie de faire un morceau ensemble et super. Mais j'espère que c'est pas dans un truc de calcul. Parce qu'en fait, c'est pas forcément ça qui va cartonner. C'est pas forcément ça qui va cartonner pour un artiste comme Jola Green. Peut-être que je me trompe et que dans 6 mois on va me dire Mehdi, les singles de Diamant, ferme ta gueule. Mais j'ai pas ce sentiment-là en tout cas. J'ai pas le sentiment qu'on est dans une période où c'est forcément ça qui va drainer le projet. C'est ça. C'est pour ça que j'insiste un peu sur le côté. Moi, ça me dérange pas. Tu vois, les reproches qu'on lui fait sur son écriture, sur le côté, il se dévoile pas assez. C'est pas grave en fait. On peut avoir des rappeurs aussi comme ça qui sont très bruts et qui sont efficaces dans ce truc-là. Donc oui, comme toi, j'espère qu'il a pas des calculs ou des gens qui voudraient l'influencer à faire ça, parce qu'au final je pense que son personnage fonctionne très bien. Il n'a pas besoin de ça, Et en plus, comme le disait Raph, en public, en live avec son public, il a des interactions hyper humaines. C'est pas un connard prétentieux qui calcule personne. Dans sa musique, il peut avoir ce côté très, très brut, mais humainement, ça se passe hyper bien dans les échanges avec son public. Donc, faut pas qu'il se dénature non plus, je pense. Et puis, ce truc de reproche, c'est vrai qu'on fait souvent aux gens rappeurs un peu techniques, c'est un reproche qui est souvent fait sur vous êtes fort mais vous livrez pas assez. Mais il y a des rappeurs super forts qui ont fait une carrière entière là-dessus. Effectivement, c'est peut-être ça leur qualité, peut-être qu'ils ont plus de mal à se livrer ou peut-être que c'est moins. Tu vois, je sais que c'est un reproche qu'on a beaucoup fait à Nak par exemple à un moment, tu sais, qui était un rappeur archi fort. On s'est dit, et puis les fois où il s'est livré, par contre, il s'est livré de manière bouleversante. Mais voilà, c'est pas obligatoire. Non, c'est pas obligatoire. Mais ça peut être ça peut être un bémol. En tout cas, voilà, le projet de Jola Green est disponible. Moi, je vais pas, mais je suis d'accord avec vous. Pour moi, il y a une forme de progression, en tout cas, je le prends comme ça. Et c'est clairement le projet qui m'a le plus plu aussi parce que c'est le plus accessible pour moi. Et j'ai l'impression qu'il se dit, bon, ok, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et là, il faut que je tape peut-être un peu plus dans le mille. Tu vois, il s'est permis de faire des expérimentations, justement, avant, du haut de sa jeune carrière. Et là, j'ai le sentiment. Pour moi, c'est un premier album. Je sais pas comment lui le voit, mais je le vois vraiment comme un premier album de, ok, là, voilà, c'est à ça que ma proposition peut ressembler pour le plus grand nombre. Et j'adore le Green Montana, le feat avec Green Montana. Il marche bien. J'aime trop ce morceau, je trouve que ça marche trop bien entre eux. Et Green est, voilà, c'est un des artistes les plus importants, je pense, des dernières années. Tu vois, on se rend pas compte de, je pense même l'influence qu'il a auprès de la nouvelle génération. Le fait que Jola Green l'appelle, c'est sûrement pas anodin. La discographie, elle est quand même
assez irréprochable de Green. Donc voilà, je trouvais ça cool en tout cas de l'entendre sur un projet comme celui-ci. Tu voulais dire quelque chose ? En fait, pour moi, il y a une forme d'accessibilité sans trop de concessions. Ouais, exactement. Tu vois, c'est ça qui est intéressant avec lui. Exactement. C'était son parti pris jusqu'au boutiste jusque-là qui était cool, justement, qui permettait de se singulariser. Là, il essaye de faire des choses, mais sans se trahir, quoi. Ça va être intéressant de voir comment son public le voit. Est-ce que les gens se disent c'est pas bien, c'est un vendu, ce qui peut arriver, tu vois, des fois c'est des fois surprenant, mais moi j'ai vraiment pas ce sentiment-là. Ou est-ce qu'au contraire ils vont se dire ça y est, c'est l'album qu'on attendait de lui. On verra ce que dira sa fanbase. Le projet est donc disponible en tout cas. Jola Green, premier album peut-être, je ne sais pas. On nous a un peu de temps pour les coups de cœur, voilà. Donc on peut y aller. On commence avec toi. Pas de souci. Moi, je vais vous parler d'une réédition d'un projet qui s'appelle Brutal Deluxe de Icaz Boy, du coup, qui a sorti une réédition avec 6 nouveaux titres il y a quelques semaines déjà, mais on n'avait pas eu l'occasion d'en parler. Tout à fait. Donc j'en parle maintenant. Sur ces 6 nouveaux titres, on a 2 pistes instrumentales très réussies, vraiment un univers où t'as toujours ce truc de, tu dis, putain, pourquoi il n'y a pas de rap dessus ? Moi, j'ai toujours ce truc-là quand c'est bien produit. Tu vois, je me dis, putain, mettez-moi Ateyaba, merde. Je me dis toujours ça. Mettez-moi une minute d'Ateyaba, là. Un morceau pas fini d'Ateyaba. Il y a pas un truc qui traîne dans le studio, là. Icaz, t'as un couplet pas fini. Mais fais-nous plaisir. On va être un peu frustrés, mais un peu contents. Voilà. On est des cons, parce que le morceau est très bien comme ça aussi. Super. Mais moi, dès que j'entends une instru sur un projet de beatmaker, je me dis, pourquoi il n'y a pas Ateyaba ? Il y a un projet de beatmaker dont je vais taire le nom parce que je l'ai reçu en interview, ça sort en décembre. Il y a une prod géniale dessus. Et je lui ai dit, pourquoi il n'y a pas Ateyaba ? Déjà, je travaille pas avec lui en fait. Mais voilà, les gens qui sont monomaniaques. Ouais, j'ai envie qu'il y ait Ateyaba. Si vous avez une instru, pensez à Ateyaba en fait. Ça me semble, c'est pas con ce que je dis. Ça semble simple. Voilà. Et il y a 4 artistes que j'aime beaucoup qui sont sur ce projet, du coup, sur les 4 morceaux en feat, si je puis dire. Il y a Asinine, qu'on aime beaucoup ici. On l'adore. C'est une star sur ce morceau. Je trouve que ça match trop bien l'univers sombre de Icaz avec ses textes. Z, qui est complètement 13 blocs dans l'ADN, mais vraiment à fond. On a l'impression que c'est un morceau qui date de cette ère-là. Kay The Prodigy, toujours aussi efficace. Et Kiked, je vais remettre une couche sur Kiked. On en reparlera dans 1 an et demi quand il sortira son premier album. Mais là, au moment où on enregistre, sort un projet commun avec Dafliki. Parce qu'on parle des projets communs dans l'émission d'avant. On parle souvent des projets communs un peu mainstream. Là, on a quand même, c'est un événement dans la scène, on va dire underground. Complètement. Et qui sort un morceau, je crois que la piste, elle fait 5 minutes et quelques. Intense. Il délivre du vrai rap, des gimmicks, de la légèreté, des moments. Il y a plein de variations dans ce qu'il fait. Je pense vraiment que c'est quelqu'un qu'il faut suivre. Et si ça peut être une porte d'entrée pour l'écouter, foncez sur ce projet-là. Tu vois, sur un morceau de 5 minutes, il y avait bien 30 secondes pour Ateyaba. Qu'est-ce qu'il fout là, Gilles ? Un couplet de 2017. Tu me le fous à la fin, merde. Voilà, un Kikay d'Ateyaba, moi j'ai envie d'écouter ça. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Mais en tout cas, évidemment, Icaz qui a un run assez impressionnant aussi sur ses brutales. Raphaël Dacruz. Let's go. On va partir en Suisse avec un rappeur qui s'appelle M.A.M, qui a commencé dans les années 90, à l'époque où il était adolescent. Il était proche d'un groupe qui s'appelait Les Petits Boss, notamment. M.A.M, donc, qui a commencé à revenir l'an dernier avec un disque qui s'appelait Starter Pack Side A. C'est bon, un artiste dont B2 apparaît sur la BCDR, j'imagine. Absolument, très belle interview à lire sur la BCDR du son de B2, ouais, tout à fait. C'est l'expert rap suisse c'est ça. de notre pays. Exactement, il a un master, je pense qu'il a même un PhD en rap suisse, B2, salutations à lui. Et oui, effectivement, il a interviewé, ça permet de revenir un peu sur son parcours. C'est un mec qui a été backer pour Stress, donc Stress qui était rappeur du groupe Double Pacte, groupe très important du rap suisse. On a eu l'occasion d'en parler quand on a eu Thibaut de Color Records notamment. Et donc là, ce side B fait suite au side A. Et en fait, c'est vraiment la suite sur ce côté rap de trentenaire qui veut se racheter pour ses erreurs et ses errements, mais c'est jamais pleurnichard. Ou trop émotif. Au contraire, c'est une manière de célébrer un peu ce nouveau départ. C'était déjà le cas dans le précédent et ça l'est encore plus sur ce side B que je trouve encore plus réussi. Il est très percutant en ego trip sur Pain OG ou Greenlight, avec toujours des espèces de pointes d'humour. À un moment, il dit il y a beaucoup de goats, mais où est le berger ? Enfin, tu vois, il y a des espèces de phrases comme ça qui sont cool. Il est plus lucide sur ses anciennes addictions aussi, un morceau qui s'appelle Happy Hour notamment, ou sur sa paresse dans un morceau qui s'appelle Le Mauvais Pied, avec Dimé notamment. Sur la side A, il y avait déjà Makala, et là on retrouve Dimé. Sur Automatique, il rappe avec une pointe d'humour sur les mauvaises habitudes relationnelles de lui et de ses ex, en liant ça à des daddy issues. Il apprécie ses relations amicales dans My Life. Bref, il y a plein de leçons de vie comme ça d'un mec qui a de la bouteille, quoi.
Et on retrouve dans la prod un peu la même envie de réactualiser le. En ce moment. C'est dans difficile. La dernière émission, t'en as fait une super. Ah, elle était magnifique. Ah, elle a été isolée et tout. C'est magnifique. Ouais, on s'est foutu de ma gueule, mais c'est mérité. C'est mérité. Le jeu. Ce sera sur un sample de Souffrance, je pense. Ouais. C'est ça, prochain morceau. Tony Toxic, si tu m'écoutes, mets-moi en boucle, s'il te plaît. Et donc voilà, dans les prods, ce que j'aime bien chez M.A.M. aussi, c'est que il y a cette envie de réactualiser le rap new-yorkais du début des années 2000. T'as des espèces de boucles de soul que tu croiras entendre de prod de Kanye ou de Just Blaze, mais sans jamais vouloir faire du Kanye ou du Just Blaze non plus, décidément, c'est difficile. Et donc, voilà, par exemple, il y a un morceau qui s'appelle Si tu y crois. Ça commence un peu comme un morceau de Masta Ace du début des années 2000, mais il y a un beat drill qui arrive dessus. Okay. Donc c'est toujours subtil dans cette réactualisation et ça rappe très bien et c'est smart dans la manière de parler de tout ça. Donc voilà. T'as parlé de Masta Ace, j'en place une pour l'album A Long Hot Summer, qui est un des albums que j'ai le plus écouté dans une période de ma vie. Je l'ai fait exprès parce que ce morceau-là, ça reprend un sample qu'on entend dans un morceau de Long Hot Summer. Extraordinaire. Voilà. Moi, rapidement du coup, mais on en parlait hors antenne, je pense qu'il est temps maintenant, dans le rap américain, de changer le Big Three. Évidemment, Kendrick Lamar. Évidemment, n'en déplaise au rageux Drake. Le troisième n'est pas J. Cole. Le troisième est Tyler, the Creator. Voilà. Ça. Qui vient de sortir. C'est une affirmation, ça. Hot take. Non, qui vient de sortir Chromacopia, qui est en fait juste un excellent album de plus dans la discographie de Tyler, the Creator, qui pour moi est en train vraiment de fabriquer une des carrières les plus impressionnantes et les plus sans faute en fait du rap américain. C'est, je pense, tu sais, quand on parle des albums des artistes les plus influents, importants des années 2010, peut-être qu'on le cite pas assez, même s'il est cité et qu'il est célébré globalement, qu'il a des récompenses, mais je pense vraiment qu'il est encore plus important que ce qu'on croit. J'aime tout ce qu'il a fait, à part Cherry Bomb, comme un peu tout le monde, qui est l'album que j'ai pas vraiment apprécié, qui me semblait être un petit peu un doigt d'honneur un peu à ce moment-là, ce qu'on attendait de lui. Mais vraiment de Hot Future jusqu'à Chromacopia, je trouve que c'est archi intéressant aussi de voir comment il est passé d'un petit con assumé qui voulait faire chier le monde entier à aujourd'hui un trentenaire qui se pose des questions sur c'est quoi vieillir, j'ai pas encore de famille, je suis riche mais en fait à quoi ça sert tout ça, j'ai pris du poids, enfin toutes ces questions-là, qui sont des questions en fait juste de trentenaire normal, qui commencent à se poser, mais nous on le voit évoluer. On a vu un peu cet artiste-là qui était complètement insouciant et qui là commence à avoir des soucis en fait, et à se poser des questions existentielles. Il y a des prods qui sont majoritairement orchestrés par lui, qui sont extraordinaires. On retrouve évidemment toutes ces influences. Évidemment, t'as l'impression parfois d'entendre des Neptunes, mais revisités, modernisés. Je trouve qu'il fait les Neptunes comme jamais les Neptunes on en fait depuis un petit moment. Quoi. À part peut-être sur des albums de Pusha T, mais voilà. Du plagiat non plus, exactement. Je trouve. Il y a un morceau extraordinaire, qui est un peu le morceau dont tout le monde parle, mais qui est Sticky, où t'as un Posse Cut avec Gloria, Sexy Red et Lil Wayne. Bref. C'est génial. Et il y a deux morceaux que j'aime beaucoup, c'est Darling Eye et Judge Judy, qui sont magnifiques et qui sont vraiment... C'est un album aussi qui, je trouve, synthétise bien à la fois le côté rap, parfois un peu, alternatif, presque, volontairement bruitiste c'est complètement alternatif Tyler dans la démarche en tout cas. C'est un fan d'MF Doom donc donc t'as à la fois MF Doom et à la fois le côté très mélodieux que les Neptunes ont pu avoir pour je sais pas moi aussi bien Sleepy Brown que tu retrouves ça donc je sais pas quelle sera la postérité de cet album là mais je trouve que c'est encore une pièce de qualité dans une carrière qui me semble vraiment incroyable et qui en plus à chaque fois il arrive à avoir des morceaux qui deviennent des tubes. Il arrive vraiment, tu vois, on parlait de Joe Green qui réussit sans se compromettre. Je trouve que Tyler est un des meilleurs exemples de ça, où il y a vraiment à chaque fois des trucs qui cartonnent sans que personne ne se dise il a vendu son âme quoi. Donc voilà, je voulais juste en parler parce que j'aime beaucoup cet artiste là et je trouve que il est assez important et essentiel dans le paysage actuel et il milite pour que les albums ressortent le lundi. Bien sûr. Pourquoi personne ne l'a dit avant? Ça semble tellement évident. Parce qu'il fallait que ce soit un anticonformiste comme lui qui le fasse. C'est la raison pour laquelle ça sortirait le lundi est encore plus intelligente. C'est pas juste pour pas être le vendredi, c'est parce que le lundi, on est sur des tâches où on a plus le temps d'écouter tu commences ta semaine, tu vas au travail, ou au travail, puisque les gens font seulement de travail, essentiellement au travail dans un open space, donc les gens écoutent les albums, alors que le week-end, non. Non, on fait autre chose. T'es en gueule de bois. C'était un plaisir en tout cas de faire cette émission avec vous. Merci beaucoup Sandra, merci Raph, et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode du Code Review et Fête de Théodora, une star. C'est ça qu'on vous demande, c'est pas compliqué quand même. Voilà.